Papa, elle doit avoir faim. Je peux lui donner ma nourriture? Murmura la petite fille noire au colonel. Papa, elle a l'air d'avoir faim. Je peux lui donner ma nourriture? Murmura la petite fille noire en tirant sur l'uniforme militaire de son père. Ces mots transperçaient le bruit de l'après-midi dans le centre-ville d'Atlanta, comme une lame transperçant le silence. Le colonel Thomas Washington, 42 ans, sentit les petits doigts de sa fille agripper sa manche alors qu'elle désignait l'autre côté de la rue animée. Ses yeux bruns, écarquillés d'une compassion que les adultes perdent en chemin, étaient fixés sur une jeune femme blanche affalée contre un mur de briques. Dans un monde où nous apprenons à nos enfants à détourner le regard de ceux qui les met mal à l'aise, à traverser la rue pour éviter les vérités dérangeantes, une fillette de 7 ans était sur le point de bouleverser toutes les idées reçues sur qui mérite d'être aidé et qui décide de cette valeur. Je m'appelle Thomas Washington et j'ai passé 23 ans dans l'armée. J'ai commandé des soldats dans 3 guerres différentes, pris des décisions de vie ou de mort qui ont permis à des bataillons entiers de rester en vie. J'ai vu des actes de courage sous le feu, j'ai vu des gens ordinaires devenir des héros quand tout était en jeu. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé au moment où ma fille de 7 ans allait m'apprendre ce qu'était le vrai courage. La foule du déjeuner se déplaçait autour de nous comme de l'eau autour de Pierre. Des costumes, des téléphones qui sonnaient, l'odeur des camions-restaurants se mélangeant à celle des gaz d'échappement. Nous nous tenions devant le Peachtree Plaza, où je venais d'emmener Maya dans son restaurant préféré après être allé la chercher à l'école. C'était notre tradition du vendredi. Un moment père-fille avant le chaos du week-end, entre l'entraînement de football et les courses. Des moments simples que j'avais appris à chérir après 3 déploiements qui m'avaient volé trop de jours ordinaires. Maya était figée. Son repas enfant du restaurant voisin refroidissait dans le sac à emporter, mais son attention était rivée sur la femme qui semblait invisible aux yeux de tous les autres. Des dizaines de personnes passaient devant ce coin de rue chaque minute. Des avocats retournant à leur bureau avec leurs mallettes et leurs délais importants. Des acheteurs avec des sacs coûteux provenant de magasins qui coûtaient plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine. Des étudiants de l'université voisine, écouteurs dans les oreilles, scrolling sur leur téléphone, vivant dans leur bulle. Aucun d'entre eux ne baissa les yeux. Mais ma fille la vit immédiatement. Et ce qu'elle vit remit en question tout ce que je pensais savoir sur le jugement, la compassion et les histoires que nous nous racontons sur les personnes que la société a oubliées. Je suivis le regard de Maya à travers les 4 voies de circulation. La femme ne devait pas avoir plus de 25 ans. Ses cheveux au burn tombaient en boucles emmêlées autour d'un visage qui racontait des histoires qu'aucun jeune ne devrait avoir à vivre. Elle portait ce qui avait autrefois été une robe de couleur crème. On pouvait encore voir la qualité du tissu, les coutures soignées qui témoignaient d'une époque meilleure, d'une personne qui se souciait autrefois de son apparence, qui avait autrefois des endroits où aller et des gens qui attendaient d'elle qu'elle soit présentable. Aujourd'hui, elle était tachée par la réalité de la vie dans la rue, froissée par les nuits passées sur du béton qui n'était pas conçu pour les corps humains. Elle se repose, mon chéri, ai-je répondu, réponse automatique d'un père qui tente de protéger son enfant des dures réalités. La même réponse que donnent chaque jour des millions de parents, enseignant à leurs enfants à ignorer la souffrance, car la reconnaître signifierait qu'ils pourraient devoir faire quelque chose pour y remédier. Maya secoua la tête, ses yeux sérieux ne quittant pas l'inconnu. Non, papa. Regarde ses mains. Elles tremblent comme celles de grand-mère quand elle oublie de prendre ses médicaments. Ma poitrine s'est serrée. Maya avait eu raison au sujet de grand-mère le mois dernier, repérant les signes d'hypoglycémie avant que nous, les adultes, ne nous en rendions compte. Une enfant de 7 ans avait vu ce que des adultes formés avaient manqué. Et en observant plus attentivement, en étudiant la scène avec la conscience tactique qui m'avait maintenu en vie dans les zones de combat, je l'ai vu aussi. Le tremblement des doigts de la jeune femme alors qu'elle les pressait contre son ventre. La façon dont elle se penchait légèrement en avant, puis se rattrapait, comme quelqu'un qui lutte contre des vertiges. Le regard vide de ses yeux, qui n'avait rien à voir avec la fatigue, mais tout à voir avec un corps qui commençait à s'éteindre par manque de nourriture. Ce n'était pas quelqu'un qui demandait de l'argent. Ce n'était pas la mendicité agressive que j'avais rencontrée dans d'autres villes. C'était quelqu'un qui disparaissait, lentement et silencieusement, essayant de ne pas déranger même si la vie s'échappait. Quelque chose dans mon esprit formé à l'armée a changé de vitesse. Sur le terrain, on apprend à analyser rapidement les situations. Le langage corporel vous dit tout sur les niveaux de menace, sur qui a besoin d'aide et qui n'en a plus besoin. Cette femme n'était ni agressive ni imprévisible comme certaines que j'avais rencontrées dans la rue pendant mes années de service. Elle essayait de se faire petite, invisible, s'excusant d'exister dans un espace que la société avait déclaré ne pas lui être destiné. C'est alors que j'ai remarqué ses chaussures. Des talons de créateur, encore en bon état, mais totalement inadaptés à quelqu'un qui vit dans la rue. Le cuir n'était pas craquelé par des mois de marche. Les talons n'étaient pas usés jusqu'à la corde. Ce n'étaient pas les chaussures de quelqu'un qui était sans abri depuis longtemps.
C'étaient les chaussures de quelqu'un dont le monde s'était effondré récemment, soudainement, de manière catastrophique. Quelqu'un qui s'habillait encore pour la vie qu'elle menait auparavant, car elle n'avait pas accepté la vie dans laquelle elle avait été contrainte de vivre. Si cette histoire de compassion inattendue et de collision entre deux mondes différents vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, car ce qui va se passer ensuite bouleversera complètement tout ce que vous pensez savoir sur le jugement, la grâce et les combats invisibles que les gens mènent chaque jour. Maya tira à nouveau sur mon uniforme, avec plus d'insistance cette fois. « Papa, tu te souviens de ce que tu m'as appris, à propos d'aider les gens qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes » Ces mots me frappèrent comme un tir ami. Je lui avais dit cela des centaines de fois, généralement lorsque nous donnions des vêtements à des associations caritatives ou que nous faisions du bénévolat à la banque alimentaire de l'église. Des moyens sûrs d'aider à distance, dans le confort. Une aide propre et organisée, où les besoins étaient aseptisés et les bénéficiaires reconnaissants dûment sélectionnés par des organisations ayant une mission et un statut d'exonération fiscale. Mais là, c'était différent. C'était personnel, immédiat, d'un réalisme dérangeant. C'était le genre d'aide compliquée et désordonnée qui ne pouvait se résumer à un chèque signé à la fin de l'année fiscale. Le feu a changé. La circulation s'est arrêtée. Maya m'a regardé avec ses yeux qui voyaient tout, les mêmes yeux qui avaient remarqué quand je rentrais du travail en colère, quand sa mère me manquait plus que d'habitude, quand j'étais fier d'elle-même si j'oubliais de le dire à voix haute. Des yeux qui avaient appris à voir les gens comme des êtres humains à part entière, alors que les adultes s'étaient entraînés à voir des problèmes, des statistiques, des inconvénients. « S'il te plaît, papa. » Je jetai un coup d'œil autour de moi, à la mère de visage indifférent, à la femme qui faisait désormais partie du paysage invisible de la ville, à ma fille dont le cœur était plus grand que son corps de 7 ans ne pouvait le contenir. Le poids de la décision pesait sur moi. Partir et enseigner à ma fille que la compassion a des limites? Ou traverser cette rue et affronter l'histoire qui nous attendait de l'autre côté? Ce que je décidais à ce moment-là allait changer 3 vies pour toujours. Mais avant tout, cela m'obligerait à affronter une vérité sur moi-même, sur les murs confortables que j'avais érigés autour de mon cœur, et sur la différence entre l'homme que je pensais être et le père que ma fille avait besoin que je sois. Le feu de signalisation émettait son bip mécanique, tandis que je prenais la main de Maya. Chaque pas sur l'asphalte me donnait l'impression de pénétrer en territoire inconnu, l'espace entre les hypothèses confortables et la réalité dérangeante. Lorsque nous avons atteint l'autre côté, la femme a levé les yeux. Elle avait les yeux verts, d'un vert que l'on voit sur les couvertures de magazines, pas au coin d'une rue. Mais il y avait autre chose dans son regard, de l'intelligence. Une intelligence vive et indéniable qui n'avait pas été émoussée par les circonstances qui l'avaient amenée ici. « Je suis désolé », a-t-elle murmuré, essayant immédiatement de se coller contre le mur. Je ne dérangeais personne. Vous ne nous dérangez pas, dis-je en m'accroupissant à sa hauteur. Maya s'avança sans hésiter et sortit le repas des enfants du sac. Vous avez faim? Demanda Maya avec la franchise propre aux enfants. La façade de la femme se fissura. Elle porta la main à son ventre, et j'entendis le grondement d'un corps qui fonctionnait à vide depuis trop longtemps. Elle acquiesça, les larmes coulant sur ses joues. C'est alors que Maya fit quelque chose qui allait me hanter pendant des semaines. Elle s'assit là, sur le trottoir sale, ouvrit son repas et commença à partager ses nuggets de poulet comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. En regardant cette femme manger, en l'observant vraiment, des détails apparurent qui bouleversèrent toutes mes suppositions. Ses ongles, bien que sales, avaient été manucurés récemment. Il y avait une marque de bronzage sur son doigt, là où se trouvait auparavant une bague coûteuse. Mais le plus révélateur de tout, c'est qu'elle savait se tenir, s'asseoir avec dignité, même dans les circonstances les plus indignes. « Comment vous appelez-vous » demanda Maya entre deux bouchées. « Sarah » répondit-elle d'une voix qui trahissait une éducation et une sophistication certaines. « Sarah Mitchell. » Son nom de famille me frappa comme une révélation. Mitchell. J'avais entendu ce nom récemment. Où donc? J'habitais à environ 10 pâtés de maison d'ici, a poursuivi Sarah, voyant mon regard interrogateur. Dans le quartier de Buckhead. Il y a 2 semaines, j'étais directrice marketing chez Crawford et Associates. Crawford et Associates. L'entreprise qui venait de faire la une des journaux pour ses licenciements massifs dans le cadre d'un scandale financier. Mais cela n'expliquait pas comment quelqu'un pouvait passer de cadre supérieur à sans-abri en 14 jours. Sarah semblait lire dans mes pensées. Vous voulez savoir comment quelqu'un peut tomber aussi bas aussi vite? Son rire était amer, creux. Laissez-moi vous décrire à quelle vitesse le rêve américain peut se transformer en cauchemar américain. Son histoire se déroulait comme une étude de cas sur l'échec systémique. L'entreprise s'était effondrée du jour au lendemain. Ses économies étaient bloquées dans des actions de l'entreprise qui avaient perdu toute leur valeur. Son bail exigeait un préavis de 60 jours,
Une somme qu'elle n'avait soudainement plus. Son petit ami depuis 3 ans a disparu dès que sa situation est devenue compliquée. Et tes amis? Ai-je demandé. On apprend vite qui sont ses vrais amis quand on n'a plus les moyens de sauver les apparences. Il s'avère que la plupart de mon cercle social n'était qu'un réseau de relations déguisées. Maya écoutait attentivement, offrant parfois une autre perle de sagesse ou tapotant la main de Sarah. Ma fille apprenait des vérités sur la nature humaine que la plupart des adultes passent des décennies à éviter. Mais quelque chose dans l'histoire de Sarah semblait incomplet. Les directeurs marketing ne se retrouvent généralement pas sans domicile après 2 semaines. Pas s'ils ont la formation et l'expérience qu'elle possédait clairement. Il devait y avoir autre chose. Sarah, ai-je dit prudemment, que ne nous dis-tu pas? Son sang-froid a finalement volé en éclats. J'ai signalé quelque chose. Des irrégularités financières. Des choses illégales qui auraient pu envoyer des gens en prison. Sa voix se réduisit à un murmure. Ils ne m'ont pas seulement licencié. Ils ont fait en sorte que je ne puisse plus jamais travailler à Atlanta. J'ai été mise sur liste noire. Toutes les candidatures que je soumets sont mystérieusement rejetées en quelques heures. Tout s'expliquait. Il ne s'agissait pas seulement de difficultés économiques. Il s'agissait de représailles. Il s'agissait d'un système qui se protège en détruisant ceux qui le menacent. Maya se leva soudainement, s'approcha de Sarah et la serra dans ses bras. Juste comme ça. Sans hésitation, sans jugement, juste un pur lien humain. Papa dit que parfois, les méchants essaient de faire du mal aux gentils parce qu'ils font ce qu'il faut, dit Maya d'un ton neutre. Mais les gentils finissent toujours par gagner, n'est-ce pas papa? Je regardais le visage plein d'espoir de ma fille, puis l'expression brisée de Sarah, et je réalisais que j'étais sur le point de faire une promesse qui mettrait à l'épreuve tout ce que je croyais au sujet de la justice, de la rédemption et du pouvoir d'une seule personne à changer les choses. Ce que je dis ensuite allait déclencher une série d'événements qui allaient révéler la corruption, remettre en question le système et prouver que parfois, les alliances les plus improbables créent les révolutions les plus puissantes. Ce soir-là, après que Maya se soit endormie en serrant dans ses mains un dessin qu'elle avait fait pour Mademoiselle Sarah, je me suis assis dans mon bureau à la maison, les yeux rivés sur l'écran de mon ordinateur portable. Mais au lieu de passer en revue des rapports militaires, je me plongeais dans quelque chose qui allait occuper les 2 semaines suivantes de ma vie, et peut-être même de ma carrière. Crawford et Associates. Irrégularité financière. Représailles contre les lanceurs d'alerte. Ce qui n'était au départ qu'une simple curiosité s'était transformé en quelque chose de bien plus dangereux. Un esprit formé à l'armée, déterminé à découvrir la vérité. Et ce que j'ai découvert allait ébranler ma foi dans le système même que j'avais juré de protéger. Les gros titres donnaient une version édulcorée. Une société de marketing fait face à une restructuration financière. Mais enfoui dans les documents déposés auprès de la SEC, les dossiers d'emploi et un réseau de sources que j'avais cultivé pendant 2 décennies de service, une autre histoire émergeait. Sarah Mitchell n'était pas seulement une victime de la réduction des effectifs de l'entreprise. Elle était une cible. Son rapport avait documenté un système de blanchiment d'argent impliquant 3 grandes entreprises d'Atlanta et plusieurs membres du conseil municipal. Le genre de corruption qui touche profondément les fondements du pouvoir. Le genre qui détruit des vies pour se protéger. J'ai appelé Marcus Thompson, un contact au FBI qui me devait une faveur depuis notre déploiement commun en Afghanistan. J'ai besoin d'informations sur Crawford et Associates. Officieuse. Discrète. Tom, tu sais que je ne peux pas. Une jeune femme dort dans des entrées d'immeubles parce qu'elle a essayé de faire ce qui était juste. Son seul crime était d'avoir une conscience. Le silence s'est prolongé suffisamment longtemps pour que je sache que je l'avais convaincue. Donne-moi 48 heures. Pendant ce temps, Sarah était devenue la mission quotidienne de Maya. Chaque jour après l'école, nous la trouvions à différents endroits, toujours en mouvement, essayant toujours de rester invisible. Maya lui apportait des sandwichs, des jus de fruits. Parfois elle s'asseyait simplement et dessinait pendant que Sarah lui racontait des histoires sur ses cours d'art à l'université. Je regardais ma fille apprendre des leçons de résilience qu'aucune salle de classe ne pouvait enseigner. Et je regardais Sarah revenir lentement à la vie grâce à la gentillesse constante d'une enfant qui la voyait comme un être humain alors que le reste du monde l'avait rayée de la carte. Mais c'est lors de notre 4e visite que Sarah a révélé quelque chose qui a tout changé. Il y a une clé USB, a-t-elle chuchoté en jetant des regards nerveux autour d'elle. Cachée dans mon ancien bureau. Tout y est. Des relevés bancaires, des emails, des enregistrements vocaux. Assez de preuves pour faire tomber tout le réseau. Sarah, si tu avais des preuves, pourquoi n'as-tu pas? Parce qu'ils m'ont dit que si je révélais ces fichiers, ils s'assureraient que je disparaisse. Définitivement. Ses mains tremblaient. Je les ai crues. Je les crois toujours. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui franchissait toutes les limites entre préoccupation civile et intervention militaire.
J'allais récupérer ces preuves. Mais avant, je devais comprendre exactement quel genre de guerre je déclarais. Marcus m'a rappelé avec des informations qui m'ont glacé le sang. Crawford et Associates n'étaient pas seulement coupables de fraude financière. Ils étaient liés à un réseau de traite d'êtres humains qui opérait grâce à des contrats de conseil en marketing avec des entreprises d'Europe de l'Est. Le rapport de Sarah menaçait un empire criminel valant des millions. Tom, cela va plus loin que vous ne le pensez. Des fonctionnaires municipaux, des juges fédéraux, des personnes très puissantes. Si vous prévoyez ce que je pense que vous prévoyez. Je ne prévois rien, mentis-je. J'essaie simplement de comprendre ce qui est arrivé à une femme sans abri avec laquelle ma fille s'était liée d'amitié. Mais je prévoyais tout. Des sessions de stratégie militaire avec moi-même. J'avais tracé des itinéraires de surveillance. J'avais élaboré des plans d'entrée et de sortie pour un bâtiment auquel je n'avais aucun droit d'accès légal. Je planifiais quelque chose qui pouvait me valoir la cour martiale si cela était découvert, mais qui était peut-être la seule chance pour Sarah d'obtenir justice. Si vous vous demandez jusqu'où un père est prêt à aller lorsque la boussole morale de sa fille pointe vers le nord, abonnez-vous dès maintenant, car cette histoire de justice est sur le point de prendre un tournant qui prouve que parfois, les personnes les plus dangereuses sont celles qui n'ont plus rien à perdre. 3 jours plus tard, Sarah m'a fait part d'une information qui allait soit confirmer mon obsession grandissante, soit révéler à quel point j'étais tombé dans le piège des théories du complot. J'ai gardé des copies, m'a-t-elle dit lors d'une livraison de sandwich par Maya. Pas des copies numériques. Des documents physiques. Dans un coffre-fort dont mon ancien cabinet n'a pas connaissance. Sarah, si tu as des preuves. J'ai des preuves qui pourraient envoyer 12 personnes en prison et révéler un réseau de corruption qui s'étend jusqu'au bureau du maire. Mais je suis aussi une cible qui devient chaque jour plus grande tant que je suis en vie. Maya leva les yeux de son livre de coloriage. Papa, pourquoi on n'aide pas mademoiselle Sarah à récupérer ses papiers? La vérité sort de la bouche des enfants. Ma fille de 7 ans venait de suggérer ce que mon esprit militaire tournait en boucle depuis des semaines. Il était temps d'arrêter d'enquêter et de passer à l'action. Ce soir-là, j'ai appelé des contacts que je n'avais pas contactés depuis des années. Des vétérans des opérations spéciales qui comprenaient que parfois, la justice exigeait de sortir des sentiers battus. Des hommes et des femmes qui savaient que la bonne chose à faire n'était pas toujours la chose légale. Au bout de 2 semaines, j'avais mis sur pied quelque chose qui aurait rendu mes supérieurs fiers et ma famille terrifiée. Une opération de précision visant à récupérer des preuves, à protéger un témoin et à démanteler un réseau de corruption qui avait déclaré la guerre à tous ceux qui avaient le courage de s'y opposer. Le plan était élégant, chirurgical et totalement illégal. Mais en regardant ma fille partager son déjeuner avec Sarah pour la 10e journée consécutive, j'ai réalisé quelque chose qui aurait surpris le jeune homme que j'étais. Certaines batailles vous choisissent. Et quand elles le font, vous vous battez avec tout ce que vous avez, quel qu'en soit le prix. Ce que j'étais sur le point de déclencher allait mettre à l'épreuve tous les principes que j'avais appris en 23 ans de service. Mais cela prouverait aussi que parfois, le plus grand acte de patriotisme consiste à protéger les personnes que votre propre système a abandonnées. L'opération a commencé à 3 heures du matin, un mardi. Pendant qu'Atlanta dormait, un colonel décoré et 2 anciens vétérans des forces spéciales s'apprêtaient à prouver que parfois, la justice exige de sortir des sentiers battus. Mais il ne s'agissait pas seulement de précision militaire. Il s'agissait d'une fillette de 7 ans qui avait demandé à son papa pourquoi les gens bien souffraient tandis que les méchants s'en tiraient toujours. Et parfois, lorsque le système échoue, les pères trouvent des moyens de faire en sorte que la foi de leurs enfants en la justice ne meure pas. Le coffre-fort de Sarah contenait des documents qui feraient la une des journaux dans 3 États. Des virements bancaires totalisant 14 millions de dollars. Des chaînes de mails discutant de régler les derniers détails. Des enregistrements audio de membres du conseil municipal négociant des pots de vin. Et une liste de clients qui ressemblait à un bottin mondain de l'élite politique et économique d'Atlanta. Mais la preuve irréfutable était toujours enfermée dans le coffre-fort numérique de Crawford et Associates. Mon contact, Marcus, avait fait plus que me fournir des informations. Il m'avait mis en relation avec l'agent Jennifer Rodriguez, une procureure fédérale qui montait un dossier contre le réseau de trafic depuis 2 ans. Elle s'était heurtée à toutes les impasses dont Sarah l'avait prévenue. Des témoins avaient disparu. Des preuves s'étaient volatilisées. Des juges s'étaient récusés. Colonel Washington, m'a-t-elle dit lors de notre rencontre clandestine, ce que vous proposez est tout à fait illégal. Agent Rodriguez, lui ai-je répondu, ce qu'ils ont fait à Sarah Mitchell était tout à fait diabolique. Parfois, il faut choisir quelles lois sont les plus importantes. Le plan était chirurgical. Mon équipe accéderait au bâtiment pendant la période d'1 heure où les protocoles de sécurité changeaient de quart. Récupérer les preuves numériques que Sarah avait documentées. Télécharger tout cela simultanément vers plusieurs médias.
Créer un dump de données trop volumineux et trop public pour être supprimé. Mais alors que nous nous préparions à l'insertion, Sarah a lâché une bombe qui a tout changé. Ils déplacent les serveurs demain soir. Ils effaceront tout. Si nous n'agissons pas maintenant, les preuves disparaîtront à jamais. Compression du temps. Le cauchemar de toute opération militaire. Mais aussi son plus grand défi. Nous avons agi rapidement. Pendant que Maya dormait paisiblement chez sa grand-mère, convaincue que son papa travaillait tard sur des affaires importantes pour l'armée, je descendais en rappel le long d'un immeuble de 30 étages, tel un héros d'action d'âge mûr se battant pour que sa fille continue de croire que les gentils finissent toujours par gagner. Les serveurs se trouvaient exactement là où Sarah les avait décrits. Des téraoctets de preuves documentant un réseau criminel qui opérait en toute impunité depuis plus de 5 ans. Trafic d'êtres humains déguisés en conseils aux entreprises. Blanchiment d'argent par le biais de fausses campagnes de marketing. Réseau de corruption s'étendant de la mairie aux tribunaux fédéraux. Alors que mes doigts volaient sur le clavier, téléchargeant des fichiers vers des serveurs sécurisés, je pensais à Maya partageant ses nuggets de poulet avec un inconnu. La compassion d'une enfant avait permis de mettre au jour un empire criminel que les forces de l'ordre n'avaient pas réussi à démanteler pendant 5 ans. Si vous pensez que parfois, des gens ordinaires deviennent des héros lorsque le système manque à ses obligations envers les innocents, cliquez sur le bouton s'abonner. Car ce qui s'est passé ensuite a prouvé que l'ennemi le plus dangereux de la corruption est un père qui refuse de laisser détruire la foi de sa fille en la justice. À 5h47, les téléchargements étaient terminés. À 6h, des copies avaient été remises à des journalistes de l'Atlanta Journal-Constitution, de CNN et de 3 autres grands médias. À 6h30, des agents fédéraux exécutaient simultanément des mandats dans 17 endroits de la ville. Mais Crawford et Associates avaient une dernière carte à jouer. Ils avaient découvert où se trouvait Sarah. J'ai reçu l'appel alors que je rentrais chez Maya, encore sous l'effet de l'adrénaline de l'opération de la nuit. La voix paniquée de Sarah, ils m'ont trouvé. Des SUV noirs. Des hommes en costume. Ils arrivent. Tout ce pourquoi je m'étais battu pour révéler au grand jour n'aurait plus aucun sens s'ils faisaient taire le témoin clé avant que l'affaire n'éclate. J'ai fait un demi-tour qui aurait impressionné mes moniteurs d'auto-école à Fort Benning. En fonçant à travers les rues désertes d'Atlanta à l'aube, je n'étais plus seulement un colonel. J'étais un père dont la fille lui avait appris que protéger les innocents n'était pas une description de poste, mais une obligation morale. Lorsque je suis arrivé à l'endroit où se trouvait Sarah, les SUV noirs étaient déjà là. 3 hommes en costume coûteux entouraient une jeune femme terrifiée qui n'avait commis aucun crime, si ce n'est celui de dire la vérité. C'est alors que mes 23 années d'entraînement militaire ont rencontré mes 7 années de paternité, et cette combinaison s'est avérée imparable. Messieurs, ai-je annoncé en sortant de mon véhicule en grand uniforme, je suis le colonel Thomas Washington, de l'armée américaine. Et vous interférez avec une enquête fédérale. Les hommes en costume ont hésité. La prestance militaire a le don d'inspirer le respect, même chez les criminels. Cette femme est sous protection fédérale en tant que témoin clé dans une affaire de traite d'êtres humains. Je vous suggère de consulter vos avocats avant de faire quoi que ce soit qui ajouterait l'enlèvement à votre liste de crimes. C'était un bluff digne de mes soirées poker avec mes collègues officiers. Mais parfois, la confiance vend mieux que les faits. Alors que les SUV s'éloignaient, Sarah s'est effondrée contre moi en sanglotant. Comment avez-vous? Ma fille pense que les gens bien doivent aider les autres gens bien. Et elle ne s'est jamais trompée sur les choses importantes. À 8h, la nouvelle fut diffusée simultanément par 5 médias. Le réseau des corruption d'Atlanta démasqué. L'enquête d'un colonel de l'armée révèle un réseau de traite d'êtres humains. À midi, 12 arrestations avaient été effectuées. Le soir même, 3 membres du conseil municipal avaient démissionné. Sarah Mitchell n'était plus sans abri, traquée ou désespérée. Elle était désormais un témoin protégé dont le courage avait permis de démanteler un empire criminel que les procureurs poursuivaient depuis des années. Mais la véritable victoire était plus modeste et infiniment plus précieuse. Cet après-midi-là, lorsque Maya courut vers Sarah et s'accrocha à ses jambes, elle murmura « Tu vois, je t'avais dit que papa arrangerait tout. » Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai cru que la foi de ma fille en la justice était exactement là où elle devait être, inébranlable, sans compromis et prête à changer le monde, un acte de compassion à la fois. Ce qui s'est passé ensuite allait prouver que parfois, les batailles les plus importantes ne se gagnent pas avec des armes, mais avec la conviction inébranlable que chaque personne mérite dignité, sécurité et une seconde chance. 6 mois plus tard, Sarah Mitchell se tenait derrière le podium du bâtiment fédéral, et n'était plus la femme brisée que nous avions trouvée au coin d'une rue. Ses cheveux étaient coiffés, son tailleur était repassé, mais surtout, sa voix était ferme lorsqu'elle a témoigné devant le Congrès au sujet des représailles des entreprises contre les lanceurs d'alerte. Le réseau de traite qu'elle avait dénoncé avait des ramifications dans 5 États. 37 arrestations.
23 millions de dollars d'actifs récupérés. Mais si vous demandez à Sarah ce qui comptait le plus pour elle, elle vous répondra que c'était le moment où une fillette de 7 ans la considérait comme un être humain, alors que le reste du monde l'avait rejeté. Maya était assise dans la tribune ce jour-là, serrant dans ses mains un dessin qu'elle avait fait, 3 personnages se tenant la main sous un arc-en-ciel. En bas, écrit soigneusement de la main d'une enfant de 7 ans, « Parfois, aider les gens aide tout le monde ». L'avocat de la défense a tenté de dépeindre Sarah comme une opportuniste qui avait manipulé une famille de militaires naïves. Mais lorsqu'il a porté cette accusation, Maya s'est levée dans la salle d'audience fédérale et a dit quelque chose qui allait être repris dans les journaux à travers tout le pays. « Mon papa m'a appris que les gens bien aident les autres. Mademoiselle Sarah avait besoin d'aide. Nous l'avons aidée. Elle a aidé d'autres personnes en disant la vérité. C'est ce que font les gens bien. » La salle d'audience est devenue silencieuse. Un juge fédéral s'est essuyé les yeux. Et une fillette de 7 ans a rappelé à toute une salle d'adultes à quoi ressemble réellement la justice. Maya a lancé un programme dans son école appelé « Sandwich Saturday », dans le cadre duquel les enfants apportaient de la nourriture supplémentaire à partager avec les sans-abri du centre-ville. Au début, les autres parents ont résisté, jusqu'à ce qu'ils voient leurs enfants apprendre l'empathie d'une manière qui ne pouvait être enseignée dans les manuels scolaires. Sarah est devenue coordinatrice du programme après avoir obtenu son master en travail social, financé par la prime versée aux lanceurs d'alerte. J'ai compris que mes 23 années de service militaire m'avaient préparé à un autre type de combat, celui pour la dignité humaine. Si cette histoire vous a montré que des gestes de gentillesse ordinaires peuvent déclencher des changements extraordinaires, que le courage d'une seule personne peut inspirer d'autres à défendre ce qui est juste, alors abonnez-vous à notre chaîne, car le monde a besoin de plus de gens prêts à partager leur déjeuner avec des inconnus qui s'avèrent être des héros déguisés. La dernière scène s'est déroulée la semaine dernière. Maya et moi déjeunions comme chaque vendredi dans le même restaurant où tout avait commencé. Elle a aperçu un jeune homme assis sur un banc de l'autre côté de la rue. Ses vêtements étaient propres mais fins. Ses épaules portaient le poids de quelqu'un qui essayait de disparaître. « Papa », a dit Maya en tendant déjà la main vers son sandwich supplémentaire, « on dirait qu'il a faim. » J'ai souri, me souvenant d'un coin de rue 6 mois plus tôt où la compassion de ma fille avait mis au jour un empire criminel. « Viens, ma petite fille », lui ai-je dit en lui prenant la main. « Allons voir s'il a besoin d'un ami. » Parce que parfois, l'acte le plus révolutionnaire au monde consiste simplement à considérer quelqu'un d'autre comme digne de votre temps, de votre nourriture et de votre cœur. Chaque personne que vous croisez a une histoire. Chaque inconnu que vous rencontrez pourrait être un geste de gentillesse de changer non seulement sa vie, mais aussi la vôtre. Maya Washington l'avait compris à l'âge de 7 ans. La question n'est pas de savoir si vous êtes assez intelligent ou assez courageux pour faire la différence. La question est de savoir si vous êtes prêt à partager votre déjeuner avec quelqu'un qui en a plus besoin que vous. Car c'est là, mes amis, que commence toute grande histoire de justice. Réessayez.